je suis, alors moi, d'autant plus ému d'être là ce soir que je suis là à triple titre. Parce que d'une part, voilà, la Maison de la Méditation, j'en suis un peu à l'initiative. Marie-Pierre, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et je suis l'éditeur de son livre. Donc ça fait pas mal de raisons pourquoi je suis là. Et c'est aujourd'hui, le jour de sortie du livre. Alors, je suis très, très, très heureux de célébrer la sortie du livre de Marie-Pierre, avec que tu sois là, qu'on puisse en parler ensemble. C'est un livre... Alors, avant de poser des questions, en le relisant aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut que je vous dise, si jamais vous avez envie de le lire, que c'est un livre tout à fait singulier. C'est un livre qu'on ne peut pas se contenter de lire. Si on le lit, il ne se passe rien. C'est un livre un peu singulier, assez étonnant. C'est un livre qui nous demande de faire quelque chose, de se mettre en mouvement, et si on le fait, il se passe des trucs complètement dingues. Ce matin, j'avais un petit problème, j'étais un peu angoissé, donc je lisais le livre, et j'ai fait les exercices pas à pas d'un chapitre. Et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, j'étais pas le même après. Et donc, je me dis qu'il faut absolument que je vous dise ça, que c'est plutôt une partition. On vous explique comment jouer la musique, on vous donne la partition, mais c'est une partition, ce qui est assez unique. Je dois dire que c'est assez rare comme ouvrage. Il y a des ouvrages où on vous dit de faire des choses, mais là, c'est vraiment très singulier. Donc on en parlera, je ne te pose pas de questions dessus, parce que ça va venir, ça va s'éclairer, surtout quand on parlera des différentes thématiques du livre. Je voulais commencer par te poser une question sur, au fond, à quoi répond ce livre ? Qu'est-ce qui fait que parfois on se sente bloqué, on se sente coincé, qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on se sent... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, merci d'être là et j'attendrai aussi vos questions tout à l'heure. Donc, merci. Alors, qu'est-ce qui fait... Il y a plusieurs niveaux de réponse. Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué ? On peut être bloqué émotionnellement, on peut être bloqué financièrement, on peut être bloqué physiquement. La médecine chinoise ou l'approche chinoise va tout de suite dire il y a un problème de flux. Bon. Donc, on peut se centrer sur l'obstacle, le point, la cause que l'on imagine ou que l'on a du blocage, où l'on peut prendre un petit peu de recul en se remémorant soi des moments où les choses étaient fluides. Deuxièmement, en se souvenant que nous ne sommes pas nés bloqués. C'est d'une évidence, mais nous l'oublions. Même si les accouchements ont été difficiles, premier point de blocage possible, nous avançons dans notre vie. Donc, qu'est-ce qui fait, à la chinoise, on dirait, qu'est-ce qui fait que les choses sont bloquées ? C'est qu'à un moment donné, nous avons perdu le fil d'un mouvement. Ça, moi, je trouve que c'est quand on en prend la mesure. Je trouve qu'en lisant ton livre, on en prend la mesure. Tu nous emmènes par la main pour faire un peu cette révolution. Parce que quand on croit qu'on est bloqué, en général, on pense c'est de ma faute, il y a un truc que je ne fais pas bien. Ou on pense il y a quelqu'un qui m'empêche de faire les choses. Toi, tu déplaces complètement la question. Enfin, au fond, ton livre déplace complètement la question pour expliquer le blocage. Au fond, le blocage a à voir avec le titre de ton livre, le feu intérieur. Qu'est-ce que c'est le feu intérieur et pourquoi le feu intérieur ? Nourrir le feu intérieur ? Il y a un blocage parce que le mouvement est perdu. Le mouvement, avant toute chose, avant qu'il soit extérieur, il est intérieur. Le feu intérieur, on pourrait dire, c'est l'énergie vitale. Pour ceux qui connaissent un petit peu les chinoiseries, c'est le qi. Toutes les gymnastiques chinoises sont des gymnastiques de la mise en mouvement pour
que la personne bouge, mais aussi pour que les organes, les flux à l'intérieur bougent. Donc, je ne considère pas l'obstacle bloqué comme une malédiction, comme qu'est-ce qu'on va dire, comme un état dans lequel nous ne pourrions pas sortir. C'est un aléa du chemin. Et l'obstacle, le fait d'être bloqué, en fait, moi, m'interpelle et me dit où est-ce que je me suis perdue ? À partir de quand, à partir de quel moment, avec quelle personne, à quel moment de la journée, je peux me souvenir de cette perte de mouvement, de cette perte de flux, de cette perte d'allant. Et le feu intérieur n'est autre que les forces de vie que nous avons tous. Nous naissons tous avec un capital de vie, avec une capacité à grandir pour un enfant, avec une capacité de nous mettre en mouvement. Simplement, comme on ne nous dit pas que ce capital est un capital, que c'est précieux, que cela mérite d'être entretenu. Comme un compte en banque, si déjà on a un compte en banque. Eh bien, nous avançons dans la vie en épuisant sans nous rendre compte ce capital. Parce que forcément, au fur et à mesure de notre vie, nous n'avons pas la même, je dirais pas la même vitalité, les mêmes forces, les mêmes muscles que quand nous sommes jeunes. Donc, ce que j'appelle le feu intérieur, c'est cette impulsion de vie, cette capacité à grandir. Alors, quand on grandit plus physiquement, moi j'ai essayé longtemps de dépasser 1m60, j'y suis pas arrivée, cette capacité à grandir émotionnellement, intellectuellement, amicalement, nous l'avons tous en nous. Mon message, il est simple, elle ne s'auto-nourrit pas. C'est notre responsabilité d'identifier les moments, c'est toujours pareil, les lieux, les personnes, les activités qui nous permettent de minimiser les pertes. Et puis surtout, alors minimiser les pertes, c'est bien, on démarre par ça. Mais ensuite, d'activement identifier ce qui permet de faire fructifier le capital. Réponse longue, non, trop longue. T'as tout ton temps. Et donc, ce que je trouve vraiment, je trouve que le déplacement intéressant, peut-être je lis le début de ton livre, parce que je trouve que c'est très fort. 25 ans d'accompagnement au service de l'autonomie et du déploiement des forces individuelles m'ont convaincu de l'importance absolue de la vitalité. C'est elle et non la volonté qui nourrit l'accomplissement. C'est elle et non la résilience qui permet le rebond après un choc, un deuil, une trahison. C'est elle qui convoque la chance après l'errance. La vitalité est la source de tous nos succès. Son absence se cache derrière bien des mots physiques, familiaux et sociaux. Donc ça, c'est vraiment le renversement que tu proposes, que je trouve très fort. Et juste, ce que je trouve, c'est que pour nous, vitalité, ça ne s'entend pas. On n'en parle pas de la vitalité. Voilà, et on entend la vitalité, un truc un peu physique. Je trouve que c'est très beau que tu as mis comme titre le feu intérieur, parce que le feu intérieur, on comprend. Tu as vraiment essayé de trouver une image qui nous parle. Et là, tout ce que tu as dit, ça montre cette chose extraordinaire que la vitalité, ce n'est pas un truc que physique, c'est aussi émotionnel, c'est aussi de la pensée, c'est aussi spirituel. C'est vraiment une manière qui court-circuite notre manière à nous de penser. La vitalité, c'est tout ce qui nourrit la vie. C'est tout ce qui manifeste la vie. À l'heure actuelle, on est tous très à l'aise pour pouvoir expliquer ce que c'est que la mortalité. Ça fait 2 ans qu'on a compris que nous sommes mortels et qu'il y a des risques de mortalité. Mais à aucun moment, on ne nous met face aux conditions qui nourrissent la vie. La vitalité. Donc, je ne veux pas minimiser dans ce que je disais tout à l'heure l'intérêt de s'interroger sur les causes des blocages, sur le blocage lui-même. Mais ce qui va nous sortir du blocage n'est pas la focalisation sur l'état difficile dans lequel il nous met, c'est ce qui continue éventuellement encore à courir, à suinter, à couler autour. Quand vous avez une tuyauterie qui est bouchée, bon, forcément, l'obstacle dans la tuyauterie est ce qu'il va falloir enlever, mais elle ne va s'enlever que parce que nous faisons appel à des forces de mouvement.
Donc, de la même manière qu'un acupuncteur, vous allez le voir en disant « j'ai mal ici, j'ai mal là ou j'ai mal à la gorge », il va pas tellement écouter vos symptômes, en général ils ne disent pas grand-chose, et il va s'occuper, souvent en amont, de votre foie par exemple, hein, pour essayer de remettre du flux sur le méridien qui connecte le mal de gorge et l'organe en question. Donc je veux surtout ne pas laisser entendre l'idée que je ne m'intéresse pas aux causes, que tout le travail, qu'un certain d'entre vous sont thérapeutes, hein, que tout le travail qui peut être fait d'enquête, de recherche, d'analyse, tout ça c'est important. Mais à un moment donné, de rester assise et de continuer à me focaliser sur la douleur que je porte ou les cicatrices que j'ai, y compris physiques, émotionnelles, etc., ça ne sert plus à rien, il faut se lever. Il faut se lever et puis peut-être faire un pas vers l'autre. Peut-être aller ouvrir une fenêtre, elle est déjà ouverte. Parce que c'est du mouvement qui nous amène à vaquer quand même à ce que nous avons à faire, bien que nous venions de traverser un deuil, bien que nous sommes dans une situation professionnelle, le nez sur le guidon ou le nez sur un mur. C'est de la capacité que nous avons tous et toutes on pourrait dire, de se redresser, mais de se redresser, ça fait appel au concept de résilience, enfin, Cyrulnik m'a vraiment guidée dans mon chemin, y compris professionnel. Mais se redresser, c'est en fait la capacité à continuer d'être en vie. Et le feu intérieur, il nourrit la vie, mais l'idée, c'est pas d'être en survie. Moi, ce que je pose, c'est de vivre, c'est pas de survivre. C'est d'arriver, je reviendrai un jour pour vous poser les questions si vous revenez, hein, pour arriver à donner des pistes, des exercices, hein, ou enfin des choses très simples, hein, parce qu'à la fin de chaque chapitre, c'est que si vous n'avez que 5 minutes, hein, et je les ai faits moi-même, c'est sûr que ça tient en 5 minutes. Si vous dépassez, c'est parce que vous répétez l'exercice. L'objectif, mon objectif, il est de mettre sur la table une palette d'actions qui vont vous permettre de tirer des fils pour accéder à votre propre capacité de mouvement. Et on ne peut pas être à tout moment dans sa vie en mouvement professionnel, en vitalité professionnelle, en vitalité émotionnelle, en vitalité physique. Je veux dire, idéalement, mais le monde est loin d'être parfait, nous pourrions avoir 20 sur 20 dans tous les domaines. Okay, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc je pense que j'induis aussi une tolérance à l'inconfort du mouvement qui ne donne encore pas de solution. Parce que dès lors que vous êtes en chemin, vous avancez, déjà. Ça, c'est très important. Tu ne donnes pas de solution au problème, tu invites par une mise en mouvement à que les conditions de résolution de la solution se mettent en place. C'est pour ça que je dis, là, tu as montré très bien, c'est le premier chapitre, se lever. Si on lit juste se lever, on se dit, oui, à quoi ça va changer? Il faut le faire. Mais si on le fait... Moi, je peux finir debout, voilà. Là, hein, toute la suite. Moi, je travaille debout, j'ai une table qui monte, j'empile les tables sur les autres. Tu expliques, par exemple, on peut prendre ça comme premier exemple. Se lever. Se lever, voilà. Je reste assise. La difficulté pour comprendre ce que tu veux dire, c'est on se dit se lever, bon d'accord. Par exemple, je pense qu'une des difficultés, on se dit se lever, bon d'accord. C'est un truc physique. En quoi ça va changer les choses? Et se lever, c'est une attitude. On peut être debout dans une chaise roulante. On peut être debout, couché sur un lit. C'est ça que tu montres. On peut être debout avec un diagnostic médical qui peut vous abattre. Comme moi, on m'a quand même dit à 25 ans, vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Bon, bah, avant. Et néanmoins, debout, parce que si c'est vraiment que 3 mois, même du lit, nous avons encore des choses à faire. Voilà, donc, et ce que je cherche à faire, c'est que nous ayons tous, de manière préventive, dans nos cartes, dans notre tête, dans notre téléphone, des billes qui nous nourrissent.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des vitamines, ils ont les vitamines dans la poche. Moi, ce que je suggère, ce sont, ou dans le truc de cuisine, je ne sais pas si tout le monde a des vitamines dans la poche, mais ce que je veux dire, c'est, il faut rajouter une palette d'actes. Pourquoi je ne donne pas la solution à la personne? Parce que votre manière de dégorger le tuyau n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Et toutes les techniques chinoises sont absolument sur mesure. D'ailleurs, donc l'exercice de mes livres, les précédents aussi, il y avait quand même un peu la même démarche, c'est d'arriver à donner des moyens sans canaliser, sans tuer la bête, sans cloner la chose, les outils. Donc en fait, nous avons chacun la responsabilité d'identifier ce que nous pouvons avoir en nous, dans notre mémoire, on parlera justement peut-être des ancêtres, dans notre cœur, dans notre téléphone. Moi, des fois, là, mes arbres me manquent, je veux dire, j'ai quand même besoin d'être un peu dans la nature, plus que ce que des fois Paris peut me donner. D'avoir une photo des arbres dans mon téléphone me donne un boost le temps d'arriver à ma destination quand le trajet de métro est long. Et ça ne m'appartient qu'à moi, mais vous avez chacun une responsabilité d'identifier, comment on appelle ça, et quand on était les béquilles, jusqu'à ce que vous ayez un rythme qui vous permette de ne pas être confondu, sidéré, immobilisé, découragé au prochain obstacle. Puis arrive un jour, je ne veux pas que j'exagère, mais où l'obstacle, tiens, qu'est-ce qu'on cherche à me dire? Alors que c'est hyper enquiquinant, alors que, bon, parce que comment pouvons-nous déployer ce que nous sommes? Comment pouvons-nous déployer ce que nous sommes sans rencontrer des opportunités de le faire? Tu vois, je cavale trop. Non, c'est bien. Je pense à faut revenir à debout. Moi, j'aimerais que tu expliques en quoi se lever. Je le dirai après autrement. En quoi se lever, comme tu dis, c'est à la fois stratégique, physiologique et énergétique. Moi, je pense que là, je pense que ça serait éclairant que tu montres ça. Donc, que je le montre, je vais de nouveau me relever. Ouais. Non. Donc, si tu veux. Donc déjà... Tu vois ce que c'est vrai, on ne pense pas ça, debout. Je veux dire, si vous n'aviez rien entendu et qu'on vous dit « levez-vous, ça va changer votre vie », on a l'impression « oui, mais quel est le rapport ?» Mais tu montres très bien. Déjà, il faut lire le livre. C'est clair. C'est des pratiques. Mais tu montres très bien que se lever, ce n'est pas ce qu'on croit. Se lever, c'est stratégique, déjà, je trouve ça très intéressant. Déjà, négocier avec votre banquier ou je ne sais pas qui, assis dans un mauvais fauteuil, alors que vous êtes arrivé en retard, donc on vous a donné, c'est la position qui n'est peut-être pas la meilleure. Le fait de se lever, il n'y a aucun combattant en arts martiaux ne combat assis. Vous avez déjà vu ça, les combats de samouraïs ou d'arts martiaux? Physiologique. Quand vous êtes... Il y a un impact sur le corps évident qui est que lorsque vous êtes assis, parce que il y a des statistiques dans le bouquin, les Français, on est parmi les plus assis en Europe. J'ai même donné des nombres d'heures. Quand vous êtes assis toute la journée, les flux dans le corps ne fonctionnent pas de la même manière. Vos intestins sont moins déliés. Lorsque cette part du corps est comprimée, le ventre étant notre deuxième cerveau, il y a un effet d'inertie. Ce que je cherche, c'est de provoquer le mouvement. D'un point de vue stratégique, une personne qui est debout ou qui va se lever pour dire « je quitte la réunion », etc., il y a un effet de présence qui est beaucoup plus important. Ensuite, d'être debout, d'un point de vue émotionnel, c'est aussi refuser d'être défini
mis dans une case, mis dans une boîte par l'avis de l'autre. Hein, parce que quand on vous dit, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quand on vous dit, vous savez, vous essayez de parler une langue étrangère et puis la personne en face de vous grimace, vous donnant immédiatement le sentiment que malgré vos efforts, vous n'êtes pas opérationnel. Qu'est-ce que l'on fait? Si vous êtes assis, si vous êtes debout, vous avez envie de vous asseoir. Vous repliez sur vous-même. Or, ce qui permet d'avancer à tous les niveaux, c'est d'être en déploiement cage thoracique ouverte. Plus de détails, c'est vraiment dans le bouquin, là-dessus. J'ai dit... Moi, je pense qu'on comprend. Je pense que là, on comprend pourquoi quelque chose d'aussi simple, c'est une des 23 pratiques. On ne va pas les exposer, les 23. Mais je pense que ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est comment, en se levant, en faisant cette pratique, on nourrit la vitalité, le corps est d'abord. On change quelque chose de fondamental de notre manière d'être au monde. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et là, on voit que tu as intégré des principes d'une autre modalité de pensée que tu appelles très joliment tes chinoiseries. Et je trouvais peut-être que, pour qu'on comprenne comment tu en arrives à cette radicalité de ton propos, j'ai un problème, lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça peut tout changer? Surtout après, comment tu expliques ce que ça veut dire. Peut-être on pourrait parler un peu de ce que sont les chinoiseries et ton rapport aux chinoiseries. Et avant, je veux revenir quand même sur la question fondamentale au début des blocages, parce que il y a une idée qu'on a souvent, qui est quand on est accablé par une situation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est accablé? Quand il y a un choc? D'abord, on fait quoi? On s'assied. Hein? Puis après, selon que l'on rumine ou pas, ou simplement selon que l'on digère avant même de ruminer le choc, la tendance naturelle est de rester assis, de rester sur le canapé, sur la chaise. Bon. Le fait de se lever casse l'inertie. Ce n'est pas encore de trouver la solution, mais casse l'état dans lequel la difficulté nous met. Et le fait de se lever, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin du cerveau, il y a besoin du corps. Et ensuite, vous passez dans un tempo qui est différent. Je conseille, quand il y a des prises de tête, simplement de se lever, de faire le tour de votre bureau, d'aller ouvrir une fenêtre. Et rien que ça vous fait gagner un petit peu de temps, et même si ça paraît trop simple, vous gagnez du recul par rapport aux minutes précédentes et à ce fil linéaire où où on n'est pas bien, on va rester pas bien, et il n'y a pas de raison qu'on devienne bien, et de toute façon, etc. Donc le fait de se lever, en fait, c'est radical, c'est rien du tout, c'est radical, ça vous fait passer dans un temps d'après, et vous reprenez, c'est une décision qui vous remet en mouvement, même si vous allez encore être accablé pendant quelques mois. Bon. La question, les chinoiseries. Qu'est-ce qu'il faut que je dise sur les chinoiseries? Peut-être que tu expliques quelles sont les chinoiseries qui nourrissent ta pensée et ta réflexion. Il y a toute une palette. Hein. On peut dire que je n'ai pas été satisfaite. Je suis tombée dans le Yiking en étant... j'avais 17 ans, donc c'est un livre, j'ai toujours le livre, il tombe quand même en morceaux. C'était le livre jaune, là, le Yiking, que j'ai toujours avec moi, qui voyage avec moi, qui n'a pas son passeport, mais presque, que j'ai longtemps côtoyé, parce que, sans rien y comprendre, jusqu'à ce que ça commence à rentrer. Hein. Le Yiking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce livre, le livre des transformations. C'est un livre auquel on peut poser une question. Et le livre, par une technique simple, en fait, permet de vous donner une réponse qui ne vient ni de son intérieur, ni d'un ami, ni d'un ennemi, mais de l'univers. Bon. Après, je me suis intéressée j'ai eu un parcours... je ne veux pas parler de ce que je fais par ailleurs, les chinoiseries. Je me suis intéressée au feng shui classique,
classique. Donc, je me suis intéressée au Feng Shui avant que l'on parle du Feng Shui en France. Donc, j'ai vécu la grande période où personne ne savait ce que c'était, laquelle a été suivie par la période où tout le monde savait ce que c'était, mais ce n'était pas ce que c'était, puisque c'était présenté comme de la déco. Donc, j'ai pris la première vague et puis après la deuxième vague, mais je n'ai pas lâché. Et j'ai aussi compris que dans la pensée chinoise, on ne peut pas parler de l'espace sans parler du temps. Donc, je me suis intéressée ensuite à... non, je m'y intéressais déjà, mais j'ai osé aller à apprendre tout ce qui a à voir avec l'astrologie chinoise, toutes les techniques de décodage temporel, puisque pour nous, en Occident, le temps, c'est un fil c'est linéaire, le temps est neutre, il est juste numéroté, toutes les années sont des nouvelles années, et c'est anonyme. 2022, 2023, c'est des numéros. Alors que dans la pensée chinoise, il y a des cycles, chaque année comporte une énergie, et nous sommes sans arrêt, même si j'étais seule dans cette place, je serais quand même sans arrêt en lien avec l'énergie du jour, du mois, de l'année. Et ça, c'est des alliés, des collaborateurs, des empêcheurs de tourner en rond. Mais en même temps, c'est du vivant. Et puis, j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Je ne parle pas le chinois. Je comprends un certain nombre de bribes, de textes qui parlaient de cette culture. J'ai fait beaucoup de Qigong, du yoga d'abord, du Qigong. L'énergétique chinoise, c'est une passion. Donc, voilà. Donc, une fois que j'avais tout ce bagage-là, et que quelqu'un, un bon médecin occidental américain m'a dit « Madame, vous n'avez plus que 3 mois à vivre », qui s'est trompé, j'ai osé m'intéresser à des techniques qui, soi-disant, sont ébouriffantes, exotiques et, qu'est-ce qu'on va dire, inutiles, périphériques, et qui ne collent pas avec notre cerveau occidental. Et puis, voilà, qu'est-ce que je veux dire. Et donc, oui. Moi, si je peux, ce qui est intéressant, pourquoi je trouvais que c'est important que tu en parles, c'est qu'on voit que par les chinoiseries, tu apprends à lire l'espace, tu apprends à lire le temps. Je comprends ce qui m'interpelle dans l'espace, parce que dans ma culture occidentale, j'avais que Bachelard. Oui, dans l'expression, voilà. Bachelard, la poétique de l'espace. Voilà, à part Bachelard, l'espace, comme pour le temps, c'est neutre. L'espace, c'est neutre. Et au fond, la pensée chinoise t'a aidé à développer une forme d'attention à un temps vivant, à un espace vivant, à des rythmes vivants. Et tout ça, je crois que ça nourrit ce que tu dis. Ça m'a sorti du linéaire. Ça m'a sorti du binaire. Le linéaire, c'est je pense donc je suis. Alors, je reste cartésienne, je suis très capable d'être logique, mais la pensée chinoise est analogique. Donc elle va faire des liens que nous ne faisons pas. C'est une autre partie du cerveau qui fonctionne. On est un petit peu analogique, nous aussi, quand on dit que cet été, je vais dans le Midi. Le Midi, c'est le sud de la France. Midi, ça évoque la chaleur. Et ça correspond aussi à l'heure de midi, qui est l'heure où le soleil est le plus haut. Donc ça m'a sorti du linéaire, ça m'a sorti du binaire, ça m'a permis de calmer mon impatience. Ça m'a installé dans une posture où le changement est utile. J'ai compris l'importance du mouvement. Puis oui, en fait, avant ça, toute petite, j'ai été soignée par acupuncture. À une époque où ça ne se faisait pas encore et où on regardait mes parents comme étant des fous d'oser ça, mais ça a remplacé des piqûres de pénicilline qui me faisaient très mal et qui ne servaient à rien. Donc il y a eu ça. C'est-à-dire que, en fait, je suis tombée dans les chinoiseries par un lien physique. Je ne comprenais rien, le médecin ne disait rien, mais ça agissait tout seul. Donc je crois que ça, c'était mon premier contact avec le fait qu'il n'y a pas besoin de voir, même de comprendre. Alors moi, j'aime bien comprendre. Donc, quand même, dans tous ceux qui me connaissent en rendez-vous et tout ça, j'ai quand même besoin de comprendre. En cours, j'explique, j'analyse, etc. Parce qu'il ne faut pas utiliser les chinoiseries pour me faire avaler n'importe quoi. Ce n'est pas possible. On est quand même sur des techniques extrêmement précises. Et ce que j'ai cherché à faire, à un moment donné, c'est que dans ma pratique professionnelle, je vois la souffrance. Je vois l'impact des obstacles. Je vois la désespérance qui naît de croyances que nous avons que
quelque part que la vie est écrite. En tant qu'occidentaux, on est vachement rationnel. Hein. On croit, puis on est puissant, et puis on veut et on peut. Mais à vouloir quelque chose qui n'est pas notre chemin, on va se casser. On va épuiser notre vitalité. C'est pour ça que je trouve que ça t'a permis, tout ce bagage, de lire autrement les situations. Oui, puis de lire, mais je pense que, absolument, et ça je le transmets dans mes ouvrages et dans les cours, quand je donnais encore beaucoup de cours, mais c'est aussi, ça me permet de me situer dans du plus grand que moi. Ça a donné du sens. Et ce qui est étonnant, c'est ça que je voulais parler de ça. Donc à la fois, je voulais parler de ça pour qu'on voit d'où tu parles, voilà, et se lever dans le livre, tu montres juste l'exercice, mais ça vient de tout un autre rapport et toute une autre manière de lire les choses. Donc ça, je trouvais que c'était important. Mais alors, ce qui est le plus, à mon avis, impressionnant, je ne veux pas te faire rougir, mais ce que je trouve le plus impressionnant dans ton travail, c'est que tu ne joues pas l'érudit avec ça que tu appelles ça les chinoiseries, pour pas que ça soit un truc étranger. Tu traduis. Je fais des ponts depuis le début. C'est incroyable. C'est comme tu avais complètement intégré toute la pensée chinoise. C'est l'évidence, ça. Parce qu'il y en a qui savent que je suis donc née au XIIe siècle en Chine, il y a très longtemps. Hein, je fais un petit détour par ici. Qui me permet d'ailleurs d'avoir le plaisir de vous connaître. Mais on est content que tu ne nous parles pas chinois, parce qu'on est très content que tu viennes de la Chine du XIIe siècle, mais on est soulagé. Je trouve que c'est très rare. Tu ne nous fais pas un livre en nous parlant chinois, parce que malheureusement, on ne connaît pas le chinois. Tu nous parles en français, c'est très étonnant. Mais ça me touche beaucoup, parce que d'abord, pour aller to crack the code, pour obtenir les informations dont moi j'avais besoin, je me suis avalé un certain nombre d'ouvrages, tout ce qui est disponible, alors pas en chinois, mais traduit en anglais, traduit en français, et il y en a quand même beaucoup où on a l'impression que c'est écrit justement pour qu'on ne comprenne pas. Hein, d'une manière, alors ça peut être intellectuellement brillant, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit brillant, c'est que ce soit, j'avais été émue, c'est que ce soit utile. C'est que ça va permettre aux personnes de se mettre debout. Et en fait, ces techniques, c'est pas chinois. J'ai jamais fait ce jeu de mots-là. Quand on a compris, c'est hyper simple. Donc moi, ce que j'ai fait, ça a été ensuite d'assumer une responsabilité de transmission que je me suis donnée en me disant, bon, dans cette vie-ci, je ne sais pas combien d'années j'ai, mais je ne vais pas garder pour moi tout ce qui a été identifié, tout ce que j'ai trouvé sous les pierres, tout ce qui... Parce qu'il y en a marre, en tout cas, mais de bouquins qui, en fait, après, dorment sur les étagères, parce qu'au bout de la 3e page, c'est incompréhensible. Et puis, de citer ces auteurs, à un moment donné, ça suffit. Alors oui, et d'ailleurs, je m'amuse à un moment donné, en parlant de Lao Tzu, il explique ceci, il explique que c'est du vide que vient la force, c'est du vide que vient la force, mais à un moment donné, ça suffit, parce qu'il parle. Bon, mais il parle de la roue, il parle du vase, et ça. Donc nous, on n'est pas un vase, on n'est pas une roue. Donc mon truc, pour moi, c'était comment j'arrive à prendre ça et le distiller, et je lâche pas le morceau quand j'en tiens un bout, le distiller pour qu'on puisse en fait, non pas devenir chinois, parce qu'à l'heure actuelle, les Chinois, ils sont devenus occidentaux et ça se passe pas très, très forcément bien là-bas. C'est pas ma référence, hein. Ma référence, c'est plus la Chine taoïste. Eh bien, pour que nous retrouvions des enseignements qui étaient au service du quotidien. Et la performance, la super performance de se dépasser et tout ça, c'est un truc d'occidental. Toutes ces techniques, elles sont au service du vivant, de vivre, de ne pas se perdre. Moi, je trouve que c'est ça un des aspects les plus stupéfiants de ton travail, c'est de réussir. Parce que pour réussir à transmettre en français une pensée comme ça, il faut l'avoir complètement intégrée, la vivre pour réussir à faire ça. Et donc tu réussis à faire ça. Il y a du travail, ça fait longtemps. On voit, sans... Alors c'est très simple, sans être ce truc un peu niais qu'on voit souvent quand les gens veulent transmettre. Donc là, je trouve que tu réussis une sorte d'alchimie
d'avoir un truc, excusez-moi, mais d'avoir une transmission qui est tout à fait rigoureuse et qui fait ce côté un peu magique. On fait l'exercice et il se passe un truc parce que tu es vraiment connecté à... et en ayant fait l'expérience. Et je trouve que c'est une posture extrêmement rare et précieuse. Alors, je te pose l'autre question parce que là, mais je pense que c'est important que je dise ça en présentant ton livre parce que je trouve que on fait pas ça. C'est très très rare de voir ça. Soit on a des livres qui parlent d'après la pensée chinoise, mais il n'y a plus cette intégrité. Soit on a un texte théorique qui ne nous concerne pas. Et là, c'est vraiment très rare et assez. Il ne faut pas trop simplifier. Enfin, l'idée, c'est pas de diluer. Au fond, tu parles d'une expérience très profonde. C'est ça. Tu trouves à partir de ton expérience comment. Mais à partir aussi de vous tous, certains d'entre vous m'ont fait confiance pour les consultations. Et bon, alors je ne vais pas dire mon âge, mais j'ai passé 60 ans. Et donc, il y a vraiment des. On a 25 ans de pratique, c'est-à-dire d'expérience. Et donc, ce que je donne, il n'y a pas un seul exercice, exemple dans mes bouquins, qui a été inventé. Les noms sont changés, les contextes sont... Mais et donc, je me devais de donner la substantifique moelle qui a été testée, mise en place, tester, c'est pas le mot, ce que je teste pas. Je dirais les exercices, c'est quand ça sort, c'est les bons. Je crois qu'il y avait une frustration pour moi d'être en lien avec quelques personnes par semaine pour les rendez-vous, sans pouvoir transmettre plus loin. Il y avait une frustration parce que la souffrance, nous sommes aussi capables de... Si je dis ça, après, plus personne. Enfin, de l'entretenir, mais pas de l'entretenir parce qu'on la veut, parce qu'on n'a pas les outils qui nous permettent de réintroduire du chi dans les tuyaux. L'autre, on va prendre une autre pratique pour que les gens comprennent. Honorez vos anciens. Si on peut peut-être parler de ça, je trouvais que c'était bien. Honorez vos anciens. Parce que là, c'est pareil. On se dit. Honorer vos anciens. Alors là, on n'en a rien à faire. D'abord, les anciens. Qu'est-ce que c'est abstrait okay. Et on a tort. Honorer vos anciens. Parce que voilà, on pourrait croire que c'est un truc un peu banal. Il faut honorer les anciens. C'est le truc qu'on lit dans les livres. Pour être confucéen, il faut respecter les anciens. Il faut respecter nos aînés. C'est pas du tout ça dont tu parles. Et à nouveau, tu n'es pas dans un discours moral. Tu es dans une perspective stratégique, énergétique, physiologique, de nourrir la vitalité. Donc c'est ça. Pourquoi honorer les anciens nourrit la vitalité? D'abord parce qu'on est là grâce à eux. Depuis je ne sais pas combien de siècles. Il y a eu un fil de vie, des choix qu'ils ont faits ou elles ont faits, qui sont ce qu'ils sont, mais qui au bout du compte fait que c'est vous qui arrivez. Donc l'ADN, à l'heure actuelle, a bien prouvé que nous sommes connectés. Donc il y a un fil de vie et qu'on ne peut pas nier. Bien souvent, parce qu'on voyage beaucoup plus, on se déplace beaucoup plus. Autrefois, dans la Chine ancienne, nous n'allions loin que parce qu'il y avait des batailles et des guerres et qu'on n'arrivait peut-être pas à revenir, mais surtout, c'était l'exil imposé par l'empereur, qui envoyait quelqu'un loin, et c'était un punissement terrible. Parce que vous sortiez de votre communauté, vous étiez exclu du terreau. Je vois les anciens comme un terreau nourricier. Bon. Alors, pourquoi il est important ? Alors, je sais même, pour moi, c'est évident. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien le dire ou le dire mieux que ce qui a pu être mis dans l'ouvrage. Mais les ignorer ne va pas empêcher qu'ils sonnent à notre porte à un moment donné où nous n'y penserons pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas réellement. Et donc,
enfin, quoique, hein, sous la forme de je ne sais quel cousin qui va revenir, non, les histoires, c'est inimaginable. La réalité est beaucoup plus intéressante que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est aussi dans cette responsabilité que nous avons de les remercier, même s'il y en a qui ont fait des choses pas terribles, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Alors ça aussi, je dis un truc, ça peut... Bon. Parce que nous sommes nous-mêmes, aujourd'hui, déjà les ancêtres de générations qui ne sont pas encore nées, qui vont venir, et dont une part, on ne va pas parler d'épigénétique, on ne va pas parler, mais une part de leur chemin à eux est un petit peu, en tout cas, touchée par les décisions que nous prenons ou ne prenons pas aujourd'hui. Donc, il y a la conscience du moment T dans lequel nous sommes arrivés, de l'importance d'aller, on pourrait dire clarifier, mais moi, ce n'est pas d'aller clarifier en quelle année tel ancêtre a épousé je ne sais pas qui. C'est plus de leur dire merci, même quand je ne les connais pas. Puis plus j'en connais, plus je peux être spécifique dans le merci, puis plus je peux aussi leur écrire une lettre en disant ça vraiment, ce truc-là, ça vous appartient, ça ne m'appartient pas moi. Hein. En fait, ce chapitre-là, il nous situe dans un fil du temps dynamique. Dynamique. Et nous permet d'avancer en nous positionnant par rapport à ce que nous sommes capables d'accepter et de cultiver, qui souvent, qui toujours est quelque part un cadeau de nos ancêtres. Ce n'est pas simplement la couleur de vos yeux, mais nous avons tous des capacités qui arrivent de générations précédentes, et dans un certain nombre de cas, de faire comme si nous... Je pense à quelqu'un, je fais une fixation sur cette histoire-là parce qu'elle est importante. Quelqu'un qui est bien plus à l'aise en montagne à pister des animaux. Donc maintenant, son boulot, c'est d'entraîner des gens en montagne. Ces trucs-là, ce n'est pas valorisé par l'école à l'heure actuelle, hein, d'être capable de bon. Et en fait, c'est de voir en nous ce qui a été déposé par d'autres avant nous et de nous positionner par rapport à ça, quelque part en nous laissant porter par l'énergie qui nous coule dans les veines. Et honorer ça, tu montres aussi dans le chapitre que honorer les ancêtres, là tu as expliqué ce qu'on leur doit, mais c'est aussi des fois dénouer des nœuds. Oui, en les honorant, ils ne vont plus nous hanter. En les honorant, on va libérer des choses, on va nourrir... Alors, c'est le truc typique auquel on ne pense pas. Je suis coincé dans ma vie, j'ai plus de vitalité, je suis fatigué, je suis à bout, j'honore mes ancêtres, et d'un seul coup, les choses se remettent en place. Parce qu'il y a aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que les aïeux, je les vois comme des alliés. Et je sors du jugement moral, qui souvent existe, ou des histoires de famille qui brouillent les pistes. Vous savez, il ne faut pas que tu parles, tel oncle, il a piqué dans la caisse, donc du coup, toute cette branche de la famille, elle est mise de côté. Or, il a peut-être piqué dans la caisse, mais si vous êtes bon en commerce ou en business, ça vient peut-être de ce côté-là. Bon, donc il faut arrêter, ça, on a touché quelque chose. Hein. Et donc, j'essaye de sortir d'une lecture binaire bien et mal. L'idée, ce n'est pas d'aller honorer et d'agrandir le tableau du grand-oncle pédophile. Hein. Vraiment, vraiment pas ça. Mais si cet homme-là, il avait une capacité... Il est notre ancêtre, donc si on ne se relie pas à lui, ça va nous hanter encore plus, c'est ça. Et parce que nous avons, avec tout ce qui se passe dans les brins d'ADN, c'était peut-être lui qui savait faire les greffes de pommiers. On va dire à quoi ça sert de faire des greffes de pommiers. C'est un exemple par rapport à un cas particulier où à partir du moment où l'obstacle de ce qui est à mettre de côté au rebut étant sauté, la personne tout d'un coup sent du flux en elle. Ça peut paraître surprenant, mais nous avons à nous affranchir
de discours limitants par rapport à des appartenances précédentes. Et comme je considère que d'ailleurs que même un ennemi est un allié, c'est pas Confucius qui l'a dit, c'est moi qui le dis. Parce que l'ennemi va me faire prendre conscience de quelque chose. Et puis, si cet ennemi, est-ce qu'il aura peut-être le même prénom que l'ennemi du grand-père, etc. Mais là, c'est aussi la psychogénéalogie. Il y a d'autres techniques qui s'occupent tout à fait de ce décodage-là. Moi, je dis, on les invite quand même. Et puis, on les remercie en vrac. Vous n'avez pas besoin de faire des invités après, tous. il faut qu'on dise, à ceux qui n'ont pas encore lu le livre, évidemment, parce qu'il est paru aujourd'hui, que tu donnes des conseils très concrets pour le faire. Par exemple, sortir d'un placard un objet qui appartenait à un de nos aïeux. Si vous en identifiez un qui vraiment, avec qui vous êtes en affinité, bon sang, portez la broche, ça ne se porte plus. Transformez la broche en collier et portez-la. Buvez dans la tasse, alors j'ai de la casser, mais oui, mais pour être connecté, c'est ça qui est fascinant pour moi. Moi, je me dis toujours, mais c'est fascinant, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est moi qui ai eu cette tasse ? Elle aurait pu aller à la cousine. La cousine, elle a eu toute l'armoire, tous les trucs, machin. Vous avez juste eu la tasse, que la tasse. Okay. Donc, on peut se prendre le chou sur le fait que c'est pas juste. Pourquoi vous avez que la tasse ? Même peut-être sans la soucoupe. Okay. Sauf que vous avez la tasse sans la soucoupe. Si elle n'est pas fêlée, vous allez pouvoir boire votre thé dedans. Et dans ce moment-là, si je suis l'aïeul, que je ne suis pas, mais si je suis l'aïeul, je me dis... c'est elle qui boit dans ma tasse. Bon, il se passe quelque chose de non quantifiable économiquement, de non qu'on ne peut pas filmer. Mais dans ce moment-là, la personne récupère une force que je ne peux pas simplement attribuer à des forces. Enfin, ce sont des forces qu'elle a, mais ces forces... Moi, ce que je fais dans les consultations aussi, là, je m'agite, et dans le bouquin, c'est que j'ai l'impression que continuellement, je répare des tableaux électriques. Vous savez, il y a les plombs qu'on sautait, il y a 3 générations, et puis on vit avec pas de lumière dans le vestibule, et c'est comme ça. Bon, pourquoi ? Parce que, il y a toujours des excuses. Mais, donc ça, c'est un obstacle. C'est comment tu disais, un blocage. Bon, mais là, on ne va pas me le faire, moi. Donc, du coup, le coup de la tasse, qui est une histoire vraie, ça peut être, et pas besoin que de la tasse, ça peut être une soupière, ça peut être autre chose, mais bon. L'objet que vous avez, c'est un message, c'est un cadeau, j'ai de nouveau été émue, qu'un aïeul vous a fait. Moi, si j'ai des descendants, je veux dire, il y en a peut-être, je serais content qu'ils ne m'arrachent pas mes pommiers. Puis ceux qui me les arrachent, on discutera, quoi. Donc, il y a une relation dynamique que nous, tout d'un coup, que nous ne pouvons pas, que moi je pense que nous ne pouvons pas ignorer. Et puis, c'est souvent de la joie, finalement, qui se met en place. Tu les honores, tes ancêtres ? La fois où j'ai été à Varsovie, où mes arrière-grands-parents sont enterrés, tu m'as dit, il faut que tu y ailles, et il faut que tu ramènes des cailloux du cimetière, ce que j'ai fait. Et je me souviens de la manière dont tu m'as regardé quand je l'ai dit, parce que tu n'avais pas encore lu ce bouquin-là. Non, je me disais, mais je ne vais pas la contredire. Et je l'ai fait, et c'est vrai que je peux témoigner, c'est en faisant qu'en effet, il se passe quelque chose. Et quand ces cailloux et la branche que j'ai ramenée, c'est clair que ça m'a donné de la vitalité. Ça dégèle quelque chose, ça fluidifie, un tout petit peu. Ça, c'est vraiment... c'est sûr qu'il y a un côté magique, comme j'ai dit, il faut le faire, mais quand on le fait, il se passe un truc. Donc moi, j'écoute tout à fait scrupuleusement ce que tu dis. Non, j'écoute pas, je fais scrupuleusement ce que tu dis. Je pense qu'on a à peu près compris le mouvement du livre. Et peut-être le mieux, c'est de vous donner la parole si vous avez des questions. Alors, la question première que j'ai, comment est-ce que c'est le lien avec les ancêtres ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette énergie ? Enfin, la question est difficile à poser.
ça, c'est Einstein qui va répondre. Hein. Tout est énergie. Je l'appelle. Faut peut-être se connecter, lui écrire une lettre. C'est-à-dire que alors là, c'est. Pardon, j'ai répondu trop vite. Ce qui nous manque à nous, et je grossis un petit peu le terme, puisque je ne suis pas née dans la Chine au XIIe siècle, hein, mais ma formation, moi, ici, est cette conscience que tout est énergie. Cette pièce a alors on va dire la pièce a une certaine énergie, mais le moment a une énergie. Chaque photo dans une archive a une certaine énergie. La mémoire telle qu'elle est véhiculée de nos grands-parents, telle qu'elle a été véhiculée par la famille si on ne les a pas rencontrés, c'est une certaine énergie. Et en fait, je pense que toutes les techniques chinoises, elles cherchent à faire un travail d'orfèvre qui est d'apparier des énergies. Ce qui fait qu'un projet va démarrer et puis va se tenir dans le temps et va se déployer, c'est pas que l'énergie de la personne ou de l'équipe, c'est pas simplement la bonne idée, c'est toujours la correspondance entre une idée, mettons, portée par quelqu'un, un moment et un lieu. Donc moi, ce que je cherche, c'est d'économiser mes pertes de force et à trouver partout, tout le temps, des petits cailloux, des petites boules d'oxygène qui alimentent ce que je suis. Alors, il y a aussi que pour les ancêtres, parce que la question à voir avec les aïeux, c'est que dans la culture chinoise, et ça m'a tout de suite parlé, les décédés ne sont pas vus comme décédés, partis, absents, on tire un trait, c'est bon, j'ai enfin l'armoire, je peux continuer, ou j'ai plus besoin d'aller à tel dîner en famille. Le point de porosité, de séparation entre le visible et l'invisible est très différent de nous. Donc ça, nous, on ne l'a pas. Hein. Loin des yeux, loin du cœur, on ne le voit pas, donc ça n'est pas. Nous avons besoin, j'en parlais beaucoup dans mon premier livre qui a été réédité récemment, hein, je parlais du temps et de l'espace dans cette mode de différence, dans cette différence de lecture. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un rapport aussi avec la mort qui n'est pas la mort c'est triste, la mort c'est terrible, hein, les deuils. Mais le départ d'un être aimé signale le chemin de cet être dans un ailleurs, mais nous restons connectés. La perte totale de l'autre n'est pas... c'est pas vu de la même manière. De cette manière, cette personne n'est plus là où elle est, elle va pouvoir me donner un coup de main autrement. C'est une très très différente, une autre... on continue à faire équipe avec des personnes qui ne sont plus là. Donc au minimum, nous, on peut... moi, je me suis souvent énervée. Moi, ma mère a fait 2 fausses couches. Je suis officiellement fille unique. Une avant moi, une après moi. Des fausses couches tardives. 2 garçons. Bon, j'ai mis du temps à le savoir quand je l'ai su, etc. Et puis, il y a eu des moments dans ma vie où je me disais, non, mais nom d'un chien, vous êtes où ? Qu'est-ce que vous avez eu comme info que moi, je n'ai pas eu ? Ils avaient eu le mémo, they got the memo, ils ont eu l'information peut-être de ne pas venir. Moi, je ne l'ai pas eu. Et après, je m'appelle Marie-Pierre, donc on fait d'une pierre 2 coups avec une seule personne. Et en fait, la lecture chinoise m'a permis de leur adresser la parole. Bon, puis en fait, alors on pourrait dire c'est la méthode magique, c'est la méthode Coué, mais cette capacité à peut-être me dire que j'ai 2 acolytes qui sont en train de vérifier si je raconte pas trop de bêtises, au minimum c'est amusant. Au minimum, ça m'accompagne. La réponse, c'est pas facile, hein, mais même, je sais pas moi, même ça, même juste une feuille, ça a une énergie colossale et on n'est jamais seul. Ça aussi, parce que ce que j'entends souvent dans les consultations, c'est une conclusion.
de solitude. On n'est plus en lien avec la famille, on n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe, ils sont tous différents de nous, on n'arrive jamais à être entendu. Donc, dans ces moments-là où les vivants ne vous voient pas, vous écoutent pas, moi je me dis, il y en a d'autres dans la pièce. Hein. On pourrait dire que je me raconte des histoires, mais c'est vraiment mis de manière simple le résultat d'enseignements qui sont vraiment anciens et qui aident à quoi faire, qui aident à vivre, qui aident à passer un obstacle jusqu'au jour suivant. Bon, j'étais longue. Hein. Une autre question. Il y a une question là-bas. Tous les deux. Il y a des signes rigolos. En sortant du métro tout à l'heure à 19h, place Gambetta, je suis tombée nez à nez dans le couloir du métro sur une affiche, un spectacle au Théâtre de la Ville du 9 au 12 mai. Ça s'appelle Radical Vitalité. Allez voir tout à l'heure. Peut-être que je le vois ce mot parce que comme une éponge, une fois qu'il a surgi dans votre livre, que j'ai eu la chance, moi, de lire avant de venir, je vois ce mot, enfin, on va tous, je pense, voir ce mot d'une autre manière ou plus souvent comme des éponges. Ce mot radical qui est sur l'affiche, tout à l'heure vous l'avez utilisé aussi. Et ce qui m'intéresse de vous demander, c'est qu'est-ce que vous comprenez par ce mot radical et la vitalité, si je vous ai bien lu, il ne s'agit pas seulement de la nourrir, mais ça passe aussi par se débarrasser, éliminer beaucoup de choses. Comme un peu on ne rajoute pas des couches, de temps en temps on en ôte. C'est ça que j'aimerais comprendre encore un peu. Oui, et déjà le terme de radical, il compte parce qu'une fois qu'on commence à avancer sur ces chemins-là, la vie est radicalement différente. Ça ne veut pas dire que tout est solutionné tout de suite, mais on se met plus facilement debout. Bon. Alors, la longévité à la chinoise n'est pas, certains m'ont déjà entendu, n'est pas la vie la plus longue possible. La longévité à la chinoise est la vie la plus longue possible dans le meilleur état possible. Et donc se pose, pour y arriver, il y a vraiment deux terrains. Il y a le terrain où on fait la chasse à tout ce qui va manger notre vitalité. Et ça, c'est un sacré travail et c'est jamais fini. Et ça peut entraîner des conflits, ça peut entraîner... moi, je ne suis pas pour les démolitions tout de suite. Je suis pour les petits bouts de crépi qu'on enlève tous les jours. C'est tous les jours je passe, j'enlève un morceau de crépi. Et puis on ne m'a pas vu, puis je reviens le lendemain, j'enlève un bout de crépi. C'est donc il faut sur la durée. Donc ça passe d'un côté par la chasse à tout ce qui est mortifère. Tout ce qui nous met dans une posture mortifère, et puis de l'autre, la cultivation, l'identification, et dans certains cas, il n'y a même pas d'effort, l'accueil de ce qui nourrit nos forces, comme d'accepter un compliment, comme il y a la parade d'un côté qui est celle, j'en parlais dans Debout, du laisser couler, de ne pas ramasser ce qui n'est pas à nous, mais avant ça, il y a de décharger tout ce qu'on porte déjà, qui n'est pas à nous. Et est-ce que je réponds, Viviane? Il y a vraiment les deux on doit jouer sur les deux tableaux. Et au début, souvent, on a du mal à savoir qui on est ou ce qui va nous faire du bien, parce que d'alimenter notre vitalité, c'est quand même, au niveau physique, c'est plutôt déjà de manger ce qui correspond à notre système. Dans la médecine chinoise, selon notre texture énergétique, et ça peut se voir avec la prise de pouls, vous n'allez pas manger la même chose. On utilise la nourriture pour renforcer l'organisme. Moi, je dis la nourriture, c'est pas que les calories, c'est pas que de la viande ou d'autres choses. La nourriture, c'est tout ce que nous ingérons tous les jours. Par la télé, par la radio, par les voisins, par... et... Ça va ?
Hein, et donc, et après, c'est radical. Et je vais aussi dire que je me suis fait souvent chambrer parce que je ne suis pas aussi disponible que le monde le voudrait. Et en fait, j'ai une responsabilité de préservation et de nourrissement de ma vitalité parce que j'aimerais durer encore un petit peu, hein, en termes d'années, qui parfois nécessite une posture quasi martiale de protection de mon énergie. Et ça, socialement, ça passe pas souvent. C'est difficile. Mais en même temps, au bout du compte, je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Et puis mon corps, très très vite, il me dit non, mais là, faut que tu arrêtes un peu. Et je l'écoute. On va prendre 2 questions. Hein, donc les 2 questions. Bonjour. Bonjour. Il y a un mot qu'on utilise assez peu en français parce qu'on parle beaucoup de synchronicité. Et pour moi, dans l'image de la synchronicité, c'est de rapprocher et de faire sien, dans une situation donnée, 2 éléments qui a priori n'ont rien à voir et auxquels on donne un sens. Il n'y a pas de relation causale. Voilà. Mais je trouve qu'il y a un mot qu'on utilise beaucoup plus en anglais, qui est la serendipity. Ouais. Et qu'on n'utilise pas tellement en français, et qui, lui, évoque le fait de justement être en mouvement. C'est-à-dire je ne vais pas dire le chemin de Saint-Jacques, mais d'être en route, et donc justement d'être attentif. Mais voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce mot-là. Ce que l'on peut dire, donc, c'est un mot anglo-saxon, hein, qu'on ne connaît effectivement pas trop, ou qu'on n'utilise pas trop. Et la culture, en tout cas moi qui vis aux États-Unis, hein, la culture anglo-saxonne il y a des tas de choses qui ne vont pas vraiment, mais elle a ceci qui, moi, m'a toujours fascinée, c'est cette capacité de faire confiance sans forcément... de faire confiance d'abord aux personnes. Il n'y a pas forcément besoin de montrer les CV, les machins. Enfin bon, il y a une capacité de faire confiance à la personne dès lors qu'elle a, d'une certaine manière, son énergie et qu'elle est capable de mouvement. C'est la société anglo-américaine, on va dire, hein, parce que c'est ça que je connais plus que le reste, intègre la capacité, d'ailleurs même de l'échec, d'une survenance de ce qui n'a pas été prévu, comme étant un facteur positif pour affiner le chemin. Donc c'est très juste, je peux juste, mais je pense aussi que il n'y a pas encore eu on n'a pas passé à notre époque suffisamment de temps pour avancer sur le décodage de ce que sont les synchronicités. Parce que ça appartient soit, Jung en a parlé, d'accord ? Bon, et même il a commis des ouvrages qui sont intéressants, mais c'est quand même pas facile. Il y a Étienne Perrault qui en a aussi parlé à la Fontaine de Pierre. Mais ça reste quelque chose que la culture occidentale refuse d'intégrer comme un outil de guidage. Hein. Et moi, au contraire, ou alors l'autre chose, on parle de la langue des oiseaux. Hein, langue des oiseaux, alors ça c'est Saint François d'Assise, donc ça c'est plus religieux, etc. Moi je pense qu'il y a un gros travail à faire à l'heure actuelle, avant même de pouvoir l'utiliser, c'est d'expliquer ce que c'est, de donner des techniques pour avancer dans le décodage. Parce que moi ce qui se passe, c'est que ceux et celles qui ont lu mes bouquins, je vois que vous arrivez à vous décoder, au moins vous voyez que ces 2 choses-là vont ensemble. Mais comme nous n'avons pas le langage des oiseaux, comme bon, j'ai des messages, on me dit bon ben et maintenant, ok, il s'est passé ça, je fais quoi? Alors moi ma réponse elle est enquiquinante. Hein. On attend. On attend. Alors, je veux dire, la personne, elle est toute contente. Hein. Il s'est passé telle chose, il y a ça qui s'est passé. Je suis allée sur la tombe de ma grand-mère et puis il y a un oiseau qui s'est mis à chanter. Et en fait, c'est sur la branche de tel arbre, c'était son arbre favori. Donc là, il y a quelque chose qui est bon. Maintenant, je fais quoi? Parce que maintenant, on veut agir. Non, mais là maintenant, déjà, on va laisser reposer. Éventuellement, vous avez le signe que peut-être vous pourriez écrire une petite lettre à cet ancêtre-là.
Ah oui, j'ai fait ma lettre, je fais quoi? On la laisse reposer, pas dans un tiroir, on la laisse reposer. Et puis ce type de lettre, quand vous la relisez 3 semaines après, vous allez, comme quand on fait de l'écriture automatique, ça va être un petit peu différent. Donc pour ne pas être trop longue, je pense qu'il y a un domaine à explorer pour rendre utile au commun des mortels, pas simplement aux spécialistes de la pensée jungienne ou aux spécialistes de Saint Thomas, Saint Thomas, qu'est-ce que j'ai dit? Saint François d'Assise, non, Saint Thomas, aidez-nous aussi, pour que on apprenne, comme la méditation est guidée et s'enseigne, on peut le dire, s'enseigne, elle s'enseigne, et c'est un beau mot, ça s'enseigne. Eh bien, on a avancé là-dessus pour équiper davantage nos jeunes cerveaux, les générations qui suivent, avec finalement, c'est quoi? Un outil pour puiser dans le cerveau droit, pour que ça avance ensemble. Vous ne voulez pas créer une école? Il y a un vrai boulot à faire là-dessus. Oui, je suis d'accord, je veux bien. Ok, donc je n'ai pas vos coordonnées, mais vous trouverez les miennes. Une question. Je suis trop longue, hein. J'essaye de me réduire chaque fois. Mais... Excusez-moi. Alors, deux questions. J'avais Deux questions, mais après... Ok, d'accord. Moi, la question que je voulais poser, c'était est-ce que nourrir son feu intérieur, ça permet d'avancer en joie, en autonomie et transmettre? Alors, merci. Je considère que la joie est un signe de vitalité. Donc, c'est nourrir sa vitalité parce que vous allez être plus irrigué. De la même manière, imaginez quelqu'un qui a une digestion très lente par rapport à quelqu'un qui a une digestion qui se passe bien. Vous les repérez quasiment dans la rue. Vous pouvez presque identifier ceux chez qui ça stagne par rapport à ceux chez qui ça ne stagne pas. Non, mais je suis claire. Hein. Et simplement, j'applique... Donc, oui, le byproduct, le résultat, l'effet visible d'une vitalité en vitalité, d'un état d'être vraiment vivant, pas simplement en survie, c'est la joie. Quand on est en joie, vous allez bouger plus facilement des lignes que si vous n'êtes pas en joie. Parce que pour moi, la joie, ce n'est pas l'état de béatitude, je suis en joie et puis il ne va plus jamais rien m'arriver. L'état de joie, ça se mesure aussi à la manière dont nous posons nos épaules, à la manière dont nous accueillons les autres, à la manière... Et après, c'est ça qui va faire que vous allez passer un coup de fil supplémentaire le soir. Puis si c'est tous les soirs un coup de fil de plus, en joie et en forme, mais bien sûr que vous allez avancer. Donc la réponse et l'autonomie, pour moi c'est une valeur absolument clé. L'autonomie, c'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est la capacité d'être au service de qui nous sommes, en gardant des liens avec le monde extérieur. Mais parfois, il faut couper des liens avec le monde extérieur, le temps de faire les liens dans votre propre tableau électrique. Ce serait une question par rapport à des personnes vieillissantes, et je dirais qui se trouvent peut-être au plus près finalement de la mort. Comment on peut leur faire passer ce message? Parce que souvent aussi, c'est des personnes qui vont se retrouver figées en fait, dans leur corps, souffrant. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir votre éclairage sur ce moment un peu particulier. Bon, quand on est jeune, un peu plus jeune, on a toujours un petit peu, comme je disais, le temps. On va laisser le temps au temps, et puis on se fixe quand même un peu ce futur. On dit qu'on récupérera pendant les vacances, alors que moi je dis c'est tous les jours des phases de récupération. Voilà, et ce qui m'interroge, c'est sur ces personnes vieillissantes. Alors, la réponse, par exemple, concernant la personne qui accompagne des personnes vieillissantes ou qu'on est en contact régulier, hein, vous avez peut-être déjà remarqué que les personnes vieillissantes, quand on arrive à leur poser des questions sur leur enfance ou sur des souvenirs, alors des fois ça peut être difficile, mais c'est extraordinaire de voir à quel point elles s'animent. Hein. Et donc là, elles retrouvent une certaine forme de vitalité, même couchées dans un lit, couchées,
parce qu'elle se reconnecte à des brins vivants, parce que quand on vieillit, on ne se voit pas vieillir. Je veux dire, le corps, enfin si, on se voit dans la glace, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont plus de glace, parce que les rides et tout ça, enfin bon, on ne veut pas se voir. Mais notre esprit, notre cœur, il ne vieillit pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la vitalité... des fois, je me regarde dans une glace et je me rends compte que j'ai plus 20 ans, mais à l'intérieur, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Donc, déjà, ça, c'est une piste. Alors, on va dire, mais je ne vais pas tous les soirs que parler de ça, mais c'est d'aller à la pêche de leurs histoires. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour une personne vieillissante qui se sent près de la mort de ne pas alors, transmettre, je ne sais pas si c'est le mot, mais de ne pas avoir une écoute et puis un petit peu des perches qui permettent de laisser, de confirmer la trace que ces personnes laissent. Et moi, je pense qu'il n'y a pas les grands qui laissent des monuments et puis les petits qui ne laissent rien. Ça peut être une recette, ça peut être de les faire parler, quand elles sont encore là, de ce qu'elles veulent de ce qu'elles ont à nous transmettre. Et puis de leur poser la question, mais qu'est-ce que tu aimes manger ? Ce que pour la pratique que moi j'ai eue de certains endroits où les personnes sont des EHPAD ou autres, on n'a pas du tout envie de manger, alors, juste dans celles que je connais, donc toutes les autres EHPAD sont bien, etc. Mais on n'a pas envie de manger ça parce que la nourriture est sans vitalité. Bon, là, il y a une réflexion à mener qui dépasse largement ça, mais bon. Et puis, certaines personnes, elles aimaient les arbres. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que la chambre donne sur un arbre ? Non, ce n'est pas possible. Bon, elles aimaient peut-être autre chose. Hein ? En tout cas, c'est de ne pas se laisser limiter par l'apparence d'une personne qui peut paraître apathique en fin de vie. Le regard se réveille quand on... Enfin bon. Bravo. Merci. Hein.